Mesdames et messieurs, rebonjour, merci de nous rester fidèles. Nous en sommes à l'entretien de dimanche, c'est politique. Vous le savez, l'actualité, c'est autant les examens qui se sont achevés depuis ce mercredi que l'ouverture imminente, l'annonce de l'ouverture imminente du CHIC, du Centre Hospitalier International de Calavi. C'est également la fièvre du premier des marchés urbains ouverts à Kadiaoun. C'est également l'avis des partis politiques au lendemain de cette tournée gouvernementale de reddition de comptes. Vous le savez, à l'occasion du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a eu à plancher sur le compte rendu fait par les différentes délégations. Et il a été dit, entre autres, que les populations seraient assoiffées, que l'opération se répète. En tout cas, les populations attendent que l'opération soit répétée. Entre autres enseignements issus de ce compte rendu. Nous allons quelque peu revenir sur ces différentes thématiques avec leader du parti politique, d'un des partis politiques soutenant l'action du chef de l'État. Je veux nommer M. Amar Fossogbe, que je salue. Bonjour. Bonjour, M. Xavier. Vous êtes membre du bureau politique du Bloc républicain et leader également de la 23e circonscription électorale. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est moi. Voilà, je l'annonçais dans mon introduction. On parle toute cette semaine, on a parlé de cette œuvre tant attendue qu'est l'hôpital de référence de Calavi. On a eu droit à l'ouverture du premier marché urbain à Kadiaoun. Est-ce qu'on peut dire que ces différentes œuvres vous rendent fiers, vous qui soutenez l'action du président de la République? Avant de soutenir l'action du président de la République, Patrice Talon, je suis un Béninois, je suis un observateur, je suis fils de ce pays. Et quand vous regardez ce qui se passe depuis 2016, quand vous regardez le chef de l'État, avant qu'il n'accède à la magistrature suprême, quand vous regardez tout ce qu'il a dit dans son programme, dans son projet de société, et tu es fier d'être Béninois. Parce que quand vous lisez ce projet de société, tout ce qu'il a dit, il le réalise aujourd'hui. C'est le cas du Centre Hospitalier International de Calavi qui comporte aujourd'hui 436 lits répartis dans 18 spécialités. Ceci pour permettre quand même, c'est un hôpital de référence, l'un des plus puissants de la sous-région. Il n'y en a pas dans la sous-région. C'est pour permettre aux Béninois quand même qui, et parfois, nous n'avons pas de plateaux techniques au Bénin et il faut faire de l'évacuation pour aller jusqu'en France, et prendre des vols, pour aller jusqu'en France et faire des dépenses énormes là-bas. C'est pour pallier à ça que le chef de l'État a le souci, a à cœur la santé des Béninois. Parce qu'il est le premier magistrat, il est le premier Béninois de tous les Béninois. Il est le premier de tous les Béninois. Donc, dans le souci de satisfaire la population béninoise, dans le souci de satisfaire les Béninois, que ce centre hospitalier international de Calavi a été créé. Est-ce que les Béninois le reçoivent de la même façon que vous, qui êtes acteur politique? Est-ce qu'ils sentent que c'est le fruit de leurs efforts parce que c'est sur les deniers publics, quand bien même c'est un engagement financier contracté par l'État, c'est les deniers publics. Est-ce que vous sentez que les Béninois sont sur la même longueur d'onde que les dirigeants? Est-ce qu'ils se sentent concernés, au-delà de l'infrastructure stricto sensu? Est-ce que vous avez l'impression que les Béninois sentent bien que leur sacrifice est en train de payer? Bien sûr, c'est clair. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement de Patrice Talon communique peu. Ce n'est pas un gouvernement champion en pose de première pierre. C'est un gouvernement concret, c'est un gouvernement qui pose les actes. Et c'est quand ce gouvernement finit de poser les actes que le gouvernement inaugure, montre la visibilité de ces actes-là. Et aujourd'hui, vous savez, ne pas communiquer
sur la réalisation de ce gouvernement fait que les Béninois disent que la vie est chère, c'est différent par rapport à d'autres gouvernements, mais aujourd'hui, ils ont la fierté que, en se serrant les ceintures, voilà ce qui est en train d'être réalisé dans notre pays. Et c'est une fierté de notre pays, c'est une fierté de l'Afrique et c'est une fierté de la sous-région. Parce que le centre hospitalier international de Calavi, ce n'est pas seulement pour le Bénin. Les gens vont quitter les pays limitrophes pour venir se soigner ici. Et les Béninois, au lieu de prendre un avion pour aller en France, ou bien prendre un avion pour aller en Tunisie ou en Afrique du Sud, peuvent prendre le taxi facilement pour venir à Calavi. Donc c'est une fierté. On est fiers d'être Béninois aujourd'hui. Fiers d'être Béninois parce que le pouvoir d'État est restauré. Le respect, le Bénin est devenu un pays qui se respecte. Aujourd'hui, quand vous allez à l'étranger, quand vous êtes fiers d'être Béninois, parce que le Bénin a changé. Et c'est visible sur tous les plans, sur le plan énergétique, sur le plan d'infrastructure, sur le plan de la santé, sur le plan du sport, sur le plan du tourisme. Sur tous ces plans, vous êtes fiers d'être Béninois. Et nous sommes dans un débat, on va décortiquer ce plan. C'est ce que les Béninois vous ont dit à l'occasion de la tournée de reddition de comptes? Non, mais la tournée de reddition de comptes, vous savez, d'abord c'est une première, c'est la première fois que ça s'est passé. Le chef de l'État, il y a de cela 4 ans, a parcouru un peu partout le Bénin pour aussi expliquer ce qui se fait. À 8 ans de sa gouvernance, il a envoyé le gouvernement parcourir les 77 communes du Bénin pour expliquer de long en large ce qui est fait pendant 8 ans. Et moi, j'ai fait la plupart des chefs-lieux du département pour la tournée gouvernementale. Après, j'ai parcouru d'autres communes. Hein. Vous avez, les Béninois sont contents de leur président. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas cette commune-là au Bénin qui n'a pas reçu une réalisation du chef de l'État. Il n'y a pas cette commune. Que ce soit sur le plan routier, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan d'emploi, que ce soit sur le plan de microfinance, que ce soit sur le plan de cantine scolaire, sur le plan d'éducation. Il n'y a pas cette commune-là. Et le gouvernement a expliqué. Et dans chaque commune, chaque délégation composée des ministres, des députés, des cadres, des directeurs centraux, tous ceux-là ont expliqué de long à large ce que le gouvernement a fait pendant 8 ans. Oui. Et quand vous observez bien, le peuple béninois veut qu'on aille au-delà. Au-delà, c'est-à-dire de parcourir les arrondissements. Parce que les communes, on a limité aux communes, maintenant il faut... Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Que les autorités descendent au village? Non, oui, on va continuer dans les arrondissements et puis on va continuer dans les quartiers pour expliquer ce que le gouvernement a fait pendant 8 ans. Voilà, quand on vous entend, on a comme l'impression que les populations n'ont fait qu'applaudir. Quand on lit le compte rendu du gouvernement, c'est un satisfecit implacable. Donc la question, ça voudra dire quoi? Il n'y a aucun sujet qui fâche dans toutes ces communes que vous avez, parcourues, les Béninois étaient contents tout le temps et pour tout. Il n'y a pas eu un sujet. Les Béninois ne se sont plaints de rien du tout. Non. Et le but de la tournée, ce n'est pas de faire plaire aux Béninois. Oui. Le but de la tournée, c'est d'expliquer ce que le gouvernement fait en 8 ans. Oui, bon, ils n'ont pas eu des satisfactions. Après ça, nous donnons la parole à la population. Oui. Qui s'explique. Oui. Nous donnons la parole à la population pour que la population, pour qu'eux-mêmes disent vos explications, tout ce que vous avez expliqué, et nous n'avons pas vu ça dans notre département, soit dans notre commune. Mais à notre grande satisfaction, c'est-à-dire à un certain moment donné, même de la séance, on pose la question aux gens, qui sont ceux qui sont ici et qui ont reçu
le micro qui dit à la FIA. Et les femmes se lèvent et ils en témoignent. Qui sont ceux qui, quand même, on parle bien de Azoli, ont trouvé d'emploi. Les jeunes se lèvent et puis ils témoignent. D'accord. C'est comme à Boycon. Quand nous prenons les concours d'État, c'est comme à Boycon. Lors de la tournée gouvernementale à Boycon, un chauffeur a levé le doigt et il dit que lui veut parler et que lui va venir sur le podium faire un témoignage. Le témoignage, c'est que lui, il est un chauffeur de taxi. Et son enfant a pu passer le concours de douane. Et il a réussi. Il a réussi à ce concours. Donc, c'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Dans notre pays, ce n'est plus le clientélisme. Dans notre pays, ce n'est plus c'est les enfants de riches qui peuvent aller à un concours et réussir. Et ça, c'est des réalités que nous avons expliquées à la population. Quand vous prenez sur le plan énergétique, nous avons quitté de 0 MW à 182 MW. Aujourd'hui, le Bénin, nous avons l'autonomie énergétique. Je n'ai pas dit que parce que nous sommes à 182 MW, il n'y aura plus de coupure. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les installations qui sont là datent de très très longtemps. Donc il faut changer les câbles, il faut changer les choses. C'est ça qui fait que parfois nous avons des perturbations. Les travaux sur les lignes. Et nous avons deux pôles aujourd'hui. Il y a le pôle de Cotonou et le pôle de Relais qui se trouve à Boycon, que l'État béninois a construit. Donc aujourd'hui, si le pôle de Cotonou ne travaille pas, Boycon prend la relève et nous serons alimentés dans tout le Bénin. Quand vous regardez aujourd'hui dans les communes, dans les villages, l'État béninois a mis à la disposition de la population de l'eau potable. Il y a beaucoup de forages un peu partout dans le Bénin. C'est une réalité, ce n'est pas des pierres qu'on a posées, c'est des réalisations réelles que la population même en témoigne. Quand vous regardez aujourd'hui au Bénin, ceux qui sont orphelins de père. Quand vous parlez de pose de première pierre, c'est en direction de l'autre régime, c'est quoi? Vous les avez recensés ou bien c'est devenu un élément de langage, pose de première pierre? Non, oui. Nous disons ça parce que il y a une frange de Béninois aujourd'hui. Quand je dis frange de Béninois, il y a les opposants qui taillent en noir tout ce qui se passe. Mais le parti qui représente aujourd'hui l'opposition, c'est les démocrates. Bon, du moins à l'Assemblée. Et nous les avons vus gérer le pays pendant 10 ans. Le centre hospitalier international de Calavi, on a posé ses premières pierres qui n'ont jamais été réalisées. Mais on vous dira que on dira que l'État est une continuité. Donc si le gouvernement Yahi n'a pas pu faire, bon, il est normal que le gouvernement Talon puisse le faire. Ben écoutez, et ça, nous sommes en train de dire à la population de faire le constat par rapport à ceux qui n'ont rien fait et par rapport à ceux qui sont en train de faire. Et c'est une réalité. Donc, c'est aujourd'hui les enfants qui orphelins de père ou de mère, l'État béninois vient en aide pour eux. Et l'État paye leur scolarité, et paye de fournitures, paye de kaki, et l'État leur donne de petits déjeuners. Et c'est des sous qui viennent sur leur portable. Donc, ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, au Bénin, il y a, quand vous regardez la réussite dans les examens, que ce soit le CPE, le BPC, et le bac, je parle d'abord du CPE. C'est l'instauration de cantine scolaire qui fait aujourd'hui que les résultats, avec l'histoire de ne pas aller en grève, le président Patrice Talon a recadré un peu le droit d'aller en grève. Bon, pas recadrer un peu, recadrer. Oui, et c'est le bonheur des Béninois. Il n'y a plus jamais de grève. Et vous avez vu que le taux d'admissibilité, que ce soit sur le plan de CPE, que ce soit sur le plan de BPC, que ce soit sur le plan du bac, a augmenté comparativement dans la sous-région. Donc, tout ça, c'est du concret. Voilà, c'est à l'actif. Et tout ça, la population en témoigne. Oui, la population est contente. C'est à l'actif, oui, c'est à l'actif du président de la République et son gouvernement. Mais dans le même temps, les populations ont dû vous faire parvenir leurs plaintes.
il n'y a pas que des satisfactions. Alors concrètement, qu'est-ce qui insatisfait les Béninois tout au long de cette tournée gouvernementale? On suppose que ce n'est pas un satisfecit à 100%. Puisque dans le même temps, on entend, vous-même vous l'avez dit, les Béninois disent qu'ils ont faim, il y a des plaintes ainsi et de suite. Quelles sont les plaintes que les Béninois vous ont mis sur la table? Non, mais écoutez, lors de la tournée gouvernementale, il est plusieurs fois revenu des choses que moi, parce que je vous ai dit, j'ai participé à cette tournée, beaucoup de choses sont revenues. Par exemple, le problème des éleveurs et les agriculteurs. C'est-à-dire les bœufs détruisent les champs, et puis il y a des conflits entre les éleveurs et le problème de transhumance. Et l'une des spécificités de cette tournée, c'est de recueillir des choses de la population et le gouvernement va essayer de reverser au chef de l'État. Donc, ceci sera réglé. Nous avons aussi appris que la population se plaigne du coût de la vie aujourd'hui, que la vie est chère, le maïs est cher, encore que au moment où nous avons commencé la tournée, le maïs n'était plus cher. Le maïs envoisinait déjà 350, 325. Vous convenez que pour beaucoup de Béninois, à ce prix déjà, c'est déjà compliqué. Oui, mais écoutez... Quand on dit que la vie est chère, vous-même, vous êtes dans le peuple, vous pouvez attester que la vie est chère. Non, la vie est chère, mais le gouvernement fait un grand effort pour quand même subventionner un certain nombre de produits. Le gouvernement a sorti près de 80 milliards pour subventionner le riz, la farine de blé et l'huile végétale. Il faut qu'on en parle. Si on doit acheter sur le prix réel, un sac de riz, tout le monde sait à combien on peut l'acheter. Mais le gouvernement fait ça. Le pétrole a été subventionné, le gasoil a été subventionné, le gaz a été subventionné. Mais quand nous prenons le maïs, vous savez, au Bénin, le Bénin produit aujourd'hui 2 millions de tonnes de maïs. Et il faut 1 million de tonnes pour que le maïs soit totalement moins cher. 1 million de tonnes. Pour avoir l'autonomie. La consommation béninoise, c'est au plus 1 million de tonnes. Mais nous produisons 2 millions de tonnes. Mais pourquoi ce maïs sera encore cher? L'État subventionne les engrais à hauteur de près de 8500, ou c'est les engrais qui augmentent la productivité de ces filières, oui. Que ce soit le soja, que ce soit le maïs, que ce soit l'acajou, le coton, tout ça. Mais vous produisez, il faut d'abord garantir la consommation locale. C'est vrai, nous avons des pays limitrophes à nous qui ont un certain nombre de soucis liés au terrorisme, où leur population ne peut plus aujourd'hui aller au champ. Donc, ils vont s'approvisionner dans notre pays. Et l'État ne peut pas... Vous avez appris dans ce pays, l'État a recadré un peu les agriculteurs en disant que le soja, on ne va plus commercialiser le soja. Mais le soja, c'est l'État qui subventionne l'engrais pour que le soja soit à ce taux. Mais parce qu'on a dit ça, les gens ont commencé par crier. Et ce même gouvernement dit, le chef de l'État dit, ok, je suis à l'écoute de mon peuple, ok, allez commercialiser. C'est dans ce même cas que le maïs est. Les gens prennent le maïs béninois, ils vont vendre au Nigeria, ils vont vendre au Burkina Faso et au Niger. Peut-être qu'ils ont de meilleurs prix. Vous êtes acteur économique, si à leur place vous ferez la même chose, si vous avez de meilleurs prix. Et la subvention de l'État? L'État subventionne. L'État, c'est parce que l'État veut réduire le coût de ces produits-là que l'État subventionne l'engrais qui facilite la productivité. On est d'accord pour ça. Donc on doit d'abord garantir la consommation, qui est de 1 million de tonnes. On peut être d'accord. Monsieur Armand Afonso, mettez-vous à la place d'un opérateur économique. Vous en avez l'expérience. Si vous avez un marché plus rémunérateur, vous allez vous interdire d'aller vendre sur ce marché rémunérateur? Non, mais l'État n'a jamais refusé aux agriculteurs de ne pas commercialiser. Mais en commercialisant ces produits, en commercialisant c'est que c'est les agriculteurs qui bénéficient plus. Mais ça pénalise la population.
Tout le maïs est cher. Oui, les agriculteurs ont le droit de tirer le maximum de profit de leurs produits. L'État, ce que nous sommes en train d'expliquer et qui est clair et net, l'État a joué son rôle de subventionner d'abord les engrais. L'État a joué son rôle de recadrer les agriculteurs. Donc, il n'y a pas raison que ces produits soient chers. Si ces produits sont chers, on doit chercher ailleurs. On ne doit pas condamner l'État. J'ai bien dit tout à l'heure que l'État béninois a sorti des milliards pour subventionner le riz, l'huile végétale, la farine de blé. Malgré que ces pays qui produisent ces choses-là sont dans des situations un peu critiques. Quand vous prenez la Russie et l'Ukraine, ils sont en guerre. Donc, naturellement, les engrais doivent être chers. Mais l'État béninois subventionne les engrais à hauteur de 8 500 francs. Pour que les engrais qui seront payés à 26 600, aujourd'hui ils sont payés à 14 500, tout ça. Donc, tout ça, c'est pour aider le peuple béninois, la population béninoise, quand même, à survivre. À ce que ce qui se produit aujourd'hui au Bénin ne soit pas cher. Bon, à suivre, vous avez dit le mot, mais le peuple béninois veut vivre. Les gens vous disent qu'ils ne veulent pas survivre, ils veulent vivre. Le peuple veut vivre, c'est normal. Donc voilà, le rôle de l'État, voilà aussi ce qui se passe. Donc moi je vais demander à nos agriculteurs d'essayer. On n'a pas refusé à ce que les produits qui sont produits au Bénin ne soient commercialisés dans les pays limitrophes, mais il faut garantir d'abord la consommation locale. Donc c'est eux qui ont la solution. Non, c'est eux qui ont la solution, c'est clair. Mais c'est clair. Mais quand l'État a commencé par recadrer un peu la commercialisation du maïs, quand le maïs était à 450, 500, quand on a commencé par fermer surveiller les frontières, vous avez vu que ça a commencé par descendre. Aujourd'hui, c'est à 350, à 325 et même à 275 par ailleurs. Voilà un peu. Donc, nous devons, au-delà de tout, nous devons, la population béninoise, nous devons aussi aider l'État à quand même gérer un certain nombre de choses par rapport à la cherté de la vie. Je n'ai jamais dit que la vie n'est pas chère. La vie est chère. Nous les mouvanciers, nous les politiques, on n'achète pas dans un marché moins cher et la population achète dans un marché plus cher. Nous achetons tous dans le même marché, donc c'est une réalité. La vie est chère, mais l'État béninois, c'est ça que j'ai dit, essaie quand même d'atténuer la situation en subventionnant un certain nombre de produits, en subventionnant aussi l'engrais pour que la productivité soit quand même beaucoup plus, pour quand même que la population béninoise soit satisfaite. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que les Béninois comprennent ce à qui vous avez expliqué? Est-ce que vous avez eu l'impression, du moins, vous revenez du terrain, que les Béninois comprennent, en tout cas ceux à qui vous avez parlé? Non, ils ont compris. Et c'est la population même qui a demandé à ce que nous essayions de revenir chaque fois leur expliquer ce que le gouvernement fait. Qu'ils ne sont pas, ils veulent qu'on étende plus. C'est pour ça que nous devons aller dans les arrondissements, nous devons aller dans les quartiers. Donc la population, c'est vrai, il y a des questions qui se posent, je les ai dit maintenant, il y a des problèmes qui se posent aussi. Vous allez dans des endroits où tout le monde veut de goudron. Tout le monde veut que le goudron passe dans leur vent, dans leur maison. Ben, l'État fait ce qu'il peut faire. L'État ne peut pas faire de goudron partout. Donc, il y en a qui disent à tel endroit, il n'y a pas de goudron, à tel endroit, il n'y a pas de ci, à tel endroit, il n'y a pas de ça. Mais ce qu'il faut retenir, qui ne s'est jamais passé au Bénin, c'est qu'il n'y a pas cette commune, parmi les 77 communes du Bénin, qui n'est pas impactée par les 8 ans de la gouvernance du président Patrice Talon. Ce que les gens n'ont pas pu faire en 10 ans, il a fait en 8 ans. Et il va faire les 2 ans qui viennent. Beaucoup de choses seront aussi réalisées. Et c'est clair. Voilà. En revenant maintenant aux partis politiques, vous avez évoqué à l'instant l'attente des populations quant à la réédition de cette tournée de compte. Maintenant, après le gouvernement, on suppose que ce sont les partis politiques qui vont investir le terrain.
Oui, ben c'est clair. Et vous savez, nous sommes un certain nombre de partis politiques soutenant les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Vous avez mon parti, le Bloc républicain, vous avez l'Union progressiste, le Renouveau, vous avez Moël Bénin, vous avez le RN. Donc, justement, avant d'aller plus loin, on est intéressé de savoir comment ça s'est passé sur le terrain. C'est quoi? C'est l'union sacrée? Comment tous ces partis ont pu travailler en symbiose? On a envie de comprendre, puisque personne n'en parle. On a entendu que bon, les partis vont sur le terrain. Comment ça s'est passé concrètement avec tous ces partis? Chacun allait parler séparément ou vous vous êtes mis ensemble réellement? Peut-être pour la première fois, tous ces partis ont travaillé en symbiose. Mais vous savez, quand vous soutenez un homme organisé, vous êtes obligé d'être organisé. Regardez bien le chef de l'État, le président Patrice Talon, il est très organisé. Même dans l'amusement, quand il dit quelque chose, il fait. Il n'y a rien qu'il a dit qu'il n'a pas fait. Et quand vous suivez un président comme ça, vous êtes obligé d'être organisé. Et depuis 8 ans, en tout cas, depuis l'avènement de la réforme du système partisan qui a fait disparaître les partis satellitaires et qui sont devenus des grands ensembles, tels que le Bloc républicain, l'Union progressiste et d'autres, vous avez vu qu'il y a une synergie d'action. Oui, bon, vous n'avez pas vu depuis. Depuis, vous n'avez pas vu un problème entre nous. Bon, c'est pas ce qui se dit. C'est pas ce qui se dit. Qu'est-ce qui se dit? C'est la... Si le chef de l'État, il n'y a pas longtemps, a parlé de cadre de concertation entre les partis, c'est que, bon, il n'y en avait pas. Ah, vous croyez qu'il n'y avait pas de cadre de concertation? En tout cas, la seule fois qu'on en a parlé, c'est quand le président de la République lui-même en a parlé. Ah oui, ben quand même. Oui. Le président rencontre régulièrement les partis politiques soutenant... Oui, c'est lui. Lui rencontre les partis politiques. Mais en dehors de lui, on n'a pas souvenance que les partis d'eux-mêmes se sont rassemblés. En tout cas, peut-être que ça se passe, nous on n'a pas vu, mais bon, pour le moment... On de toutes les façons, ce n'est pas une innovation. Vous savez, les partis qui soutiennent les actions du président Patrice Talon sont très organisés et nous avons accompagné la tournée gouvernementale. C'est une tournée purement gouvernementale. Si vous observez bien, les chefs de mission sont des ministres. Oui. Ça n'a rien à faire avec les partis politiques. Mais, vous savez, l'animation de la vie politique, c'est destiné aux partis politiques. Et nous sommes... C'est nous qui sommes en contact avec la base. Donc, c'est de notre devoir aussi d'accompagner le gouvernement dans ce projet-là. Donc, c'est dans ce cadre que vous allez voir les leaders politiques du Bloc républicain, les leaders politiques de l'Union progressiste, les leaders politiques de Moël Bénin et de RN aller accompagner le gouvernement dans les 77. Donc, ce que vous me dites, c'est que ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé et tout se passe toujours bien entre nous. Hein. On n'a jamais eu de problème. Et on n'en aura pas. La lutte pour les positionnements n'a pas encore commencé. Oh là là, quelle lutte on va faire. Vous savez, la réforme du système... 2026, c'est pas très loin. Monsieur le journaliste. Donc, dans la 23e... La réforme la réforme du système partisan est une école. Oui, il n'y a plus de lutte. Oui, il y a plus de lutte. Vous allez sur les listes si vous méritez. Vous savez, aujourd'hui, les partis politiques, ce n'est plus des individus. Ce n'est plus ce que les individus veulent. C'est ce que le parti veut. C'est le parti qui est fort. Les individus ne sont plus forts. Et c'est ça qu'il faut pour réellement enraciner des partis, des grands ensembles au Bénin. Et nous sommes en train de faire cette promotion-là. C'est pour ça qu'il faut renforcer les partis politiques. Donc ce que vous me dites, c'est que dans la 23e, par exemple, le Bloc républicain ne fait pas déjà tout pour gagner en 2026. Ah ben écoutez, nous sommes un parti politique et bien constitué. Donc, on peut supposer que ça s'est joué aussi sur le terrain. Non. Nous sommes un parti politique bien constitué et nous allons gagner le pouvoir et exercer. Que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain, nous travaillons pour. Donc, on n'a pas peur. Tous les week-ends, nous sommes sur le terrain pour quand même animer la vie politique. Donc, ce n'est pas la tournée gouvernementale. Nous, on n'est pas allé faire de la politique. Et ça, il faut le savoir. La tournée gouvernementale, on n'est pas allé faire de la politique. Nous sommes allés expliquer la réalisation du chef de l'État pendant 8 ans.
Et nous avons donné la parole à la population. Vous savez, la séance couvre toute une journée. Oui. Vous voyez? D'accord. Nous laissons la parole à la population. Mais il n'en de demeure pas poser moins, des questions. Il n'en demeure pas moins que c'est un exercice politique. L'action du gouvernement a bien une finalité. C'est nous qui sommes au pouvoir, donc nous avons l'obligation de compte rendu. Donc au-delà de l'explication, c'est un exercice politique également. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un exercice politique. Mais il n'y a pas de développement sans la politique. C'est la politique. Évidemment, donc on est d'accord. C'est la politique qui accompagne le développement. Donc on est d'accord. Donc nous jouons donc, notre rôle. Ne dites pas que vous n'êtes pas allé faire de la politique. Non, mais on n'est pas allé faire de la politique. Bon, vous n'êtes pas allé dire aux gens ne votez pour nous. Non. Voilà, mais ça demande de la politique. Voilà, quand j'ai dit on n'est pas allé faire de la politique, nous ne sommes pas allés faire de l'apologie du PR, de l'UPR, du Mouel Bénin ou bien nous ne sommes pas allés faire du culte de la personnalité du chef de l'État. Vous savez, et le président Patrice Talon, comme je l'ai dit, il est très discipliné, il est très organisé. Et il n'aime pas le culte de la personnalité. C'est quelqu'un qui aime la vérité. Oui, entre nous, quand vous observez... Oui, nous avons suivi la tournée gouvernementale comme vous. Vous ne pouvez pas dire que le nom de Patrice Talon, il a dit qu'il n'aime pas le culte de la personnalité. Mais il est le chef de l'État. Oui, donc c'est revenu un million de fois. Il est le chef de l'État, de l'opposition, et il est le chef de l'État de la mouvance, il est le chef de l'État, il est le chef de l'État de tous les Béninois. Exactement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas. Vous allez... appeler son nom. Évidemment. Donc, on ne peut pas nous refuser. C'est lui qui gouverne le pays. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas aller sur le terrain faire 8 ans de reddition de comptes sans appeler son nom. Non, moi, je ne vous le demande pas. Mais que vous dites qu'il n'y a pas eu de culte de la personnalité, on n'est pas allé faire l'apologie de... D'accord, vous n'êtes pas allé introniser Patrice Talon, et il n'en a peut-être pas besoin, mais évidemment que c'est son action que vous êtes allé vendre. Ah, bien sûr que oui. Donc, c'est un exercice politique. Il a pris le pouvoir... En ayant un programme très clair qu'il est en train de dérouler. Donc c'est un exercice politique. En mission programme, il y a le programme d'action du gouvernement 1, le programme d'action du gouvernement 2, qui est en train d'être, qui est en cours de réalisation. Donc c'est normal que nous, notre rôle, le rôle du gouvernement, c'est d'aller expliquer la réalisation des 8 ans. De donner la parole à la population, de vérifier si, d'abord, le gouvernement est en train de mentir sur ce que nous sommes en train d'expliquer, ce que le gouvernement est en train d'expliquer, et de prendre éventuellement prendre aussi des doléances de ce qui n'est pas encore fait. Et de prendre date avec la population. Prendre date par rapport à quoi? On n'a pas parlé des élections. Évidemment que vous ne pouvez pas parler des élections. On n'a pas parlé des élections. Mais en homme politique, les élections ne sont pas loin. Écoutez, l'animation de la vie politique est réservée aux partis politiques. Et la tournée gouvernementale, ce n'est pas pour un parti politique. J'ai bien dit c'est pour le gouvernement. Et quand vous regardez, je vous ai dit aussi que quand vous regardez les chefs de mission, c'est les ministres. Ce n'est pas les députés. Ce n'est pas les partis politiques. Le moment viendra, nous allons parler de la politique. Nous parlons de la politique au sein de nos partis politiques. Bon, par exemple, au bloc républicain. On m'a dit que le moment viendra où vous serez en campagne. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne faites pas de la politique. C'est ce que je tente de vous faire. On n'est pas allé faire de la politique. On est allé faire des redditions des comptes. Reddition de comptes. De 8 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Voilà. Le moment de la politique viendra. Et on va faire de la politique. Donc la politique n'a pas encore commencé. Non. On le fait toujours. Je suis membre d'un parti politique. Oui. Et comment vous allez dire que je ne fais pas de la politique? Donc vous dites... Je fais de la politique au sein de mon parti politique qui est le bloc républicain. Et sur le terrain aussi. Et sur le terrain en tant qu'acteur politique. Évidemment. Pas dans le cadre de la tournée gouvernementale. Il faut faire cette nuance-là. Nous devons faire cette nuance. Et c'est une réalité. J'ai été clair et net. Quand vous observez bien la tournée gouvernementale, il n'y a rien de politique. Il n'y a rien. Mais il y a des endroits même où quelqu'un, je crois que ça doit être à Corvée ou à Ouachi, quelqu'un s'est levé, il a pris la parole et dit que lui il ne soutient pas le chef de l'État. Mais ce qu'il est venu écouter avec des témoignages, vraiment, que parfois, même si tu es contre quelqu'un et il fait bien, il faut le dire. C'est ça la réalité. Ceux qui viennent, ce n'est pas des cibles, ce n'est pas des gens ciblés. C'est la population qui est venue. Et on leur a laissé de poser la question. Ce n'est pas une ou deux personnes qui posent la question.
C'est une dizaine de personnes, c'est une vingtaine de personnes qui posent la question. Et puis, vous répondez, après, vous leur laissez la parole, et ils reposent la question, et puis vous répondez après. Donc, comme je vous ai dit, et il faut bien retenir, on n'est pas allé faire de la politique. Mais nous sommes, nous, qui avons accompagné le gouvernement, nous, les politiques qui avons accompagné le gouvernement pour cette réduction de comptes, nous faisons la politique au sein de notre parti politique. Parce que l'animation de la vie politique est réservée au parti politique. Donc, je le disais tantôt, après cette tournée, c'est tellement au parti politique d'investir le terrain, d'aller expliquer. Comment ça va se passer? Tournée gouvernementale, donc le gouvernement a bouclé le sien. Maintenant, que comptent faire les partis politiques? Vous pouvez parler du bloc républicain. Non, le bloc républicain va accompagner le projet. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le président du bloc républicain qui est le coordonnateur national de la tournée gouvernementale. Il ne peut pas vouloir aller, par exemple, dans un arrondissement et parler des 8 ans de la réalisation sans que moi, en tant qu'acteur politique, je l'accompagne. Donc, Donc vous allez, le même schéma. Les partis vont repartir sur le terrain. On a dit tournée gouvernementale, donc c'est une activité gouvernementale. Oui. Et c'est ça qui va continuer. Là, je parle et puis les partis politiques vont accompagner. Nous allons toujours accompagner. Les acteurs politiques vont accompagner. Si vous observez bien, vous allez sentir que les acteurs politiques ne prennent pas la parole au premier plan. C'est le gouvernement qui parle. C'est les ministres, c'est les chefs de délégation qui parlent. C'est quand, parfois, parce que ceux qui sont plus en contact avec la base, c'est les acteurs politiques. C'est nous. C'est quand les questions commencent par réjaillir et le gouvernement tente de répondre. C'est à ce temps que nous, les acteurs politiques, on essaye de prendre la parole aussi pour répondre. Parce que nous sommes en partie intégrante des actions du chef de l'État. Et donc, nous savons tout ce qu'il fait. Voilà. Et nous avons l'obligation d'expliquer à la population les réalisations du chef de l'État pendant les 8 ans de sa gouvernance. Au niveau du bloc républicain, quel est le bilan que vous en avez fait, en tout cas de cette tournée gouvernementale, et quel pas vous comptez y prendre dans la suite? Comment ça va se passer? Est-ce que, comme on l'a vu par le passé, le bloc républicain envisage une tournée à son niveau, une tournée d'explication pour peut-être donner une suite à ce que le gouvernement a dit sur le terrain? À la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut escompter pour le futur immédiat au niveau du bloc républicain? D'abord, le bloc républicain remercie vraiment le chef de l'État pour les 8 ans de sa gouvernance. Le bloc républicain est un parti politique qui accompagne les actions du président Patrice Talon. Et le bloc républicain est fier d'avoir un président comme Patrice Talon. Nous sommes fiers parce que quand vous lisez commune par commune, département par département, les réalisations du chef de l'État, vous serez fiers. Donc c'est une fierté pour nous. La suite ne sera pas différente de ce qui s'est passé il y a de cela 2 semaines. Le gouvernement va continuer dans les arrondissements. Le bloc républicain va accompagner le gouvernement dans sa réduction de comptes. Nous allons inonder les 546 arrondissements du Bénin. Nous allons le faire. Et puis, voilà. Après, nous allons descendre dans les quartiers. Et aussi, puisque le but de cette tournée, c'est d'expliquer à la population ce qui est fait. Parce qu'il y a trop d'intoxication. Il faut désintoxiquer la population béninoise. Peut-être que parce que les partis ont laissé beaucoup de place. Peut-être, n'est-ce pas un peu trop facile de venir dire qu'il y a de l'intoxication? On est dans le même pays. Peut-être que vous avez laissé beaucoup de place. Non, on n'a pas laissé de place, mais nous avons adopté une posture peut-être. Une posture de ne pas mettre le charrue avant les bœufs. Et donc ne vous plaignez pas d'intoxication. Nous, on n'est pas champion en pose de première pierre. Nous, c'est le concret. Quand on dit, on le fait. Et c'est quand on le fait qu'on explique. Voilà.
D'accord. Ce qui est fait. Donc, nous avons dit qu'on va faire telle chose, c'est fait. Donc, on a parlé de plus grand hôpital de la sous-région, on a fait. On a construit des stades, on a construit des marchés secondaires, on a construit plein de marchés urbains aujourd'hui, ils sont construits à Cotonou. Des marchés aujourd'hui ont commencé par fonctionner, d'autres vont ouvrir leurs portes dans les prochains jours. Donc, c'est une on a dit, on a fait. Nous, on a parlé de l'autonomie énergétique, on a fait. Donc, on a parlé de l'emploi de la jeunesse. D'accord. Il y a la zone industrielle de Gros-Dibé qui emploie aujourd'hui 12 000 personnes. C'est du concret, c'est du vécu. Tout le monde, c'est devenu un site touristique. Tout le monde va voir, constate de bisous. Nous avons des t-shirts made in Bénin. Ça ne s'est jamais passé au Bénin. La FIFA est venue même commander des maillots pour la Coupe du Monde. Donc, nous, quand on dit on fait, et c'est quand nous on fait que nous essayons quand même de... Donc, c'est une stratégie assumée. Donc, oui, dans le même temps, ne vous plaignez pas d'intoxication. Non. Si vous laissez la place aux autres, en attendant de dérouler votre stratégie, donc évidemment que les autres ne vont pas se gêner pour occuper le terrain. L'intoxication consiste à voir le blanc et dire que c'est le noir. C'est ce que nous disons. Nous avons vu ceux qui critiquent aujourd'hui, on les a vus gérer ce pays pendant 10 ans. Moi, je suis de la 23e circonscription, principalement d'Abomey. Donc, la 23e circonscription électorale aujourd'hui comporte Abomey, Boycon, Agbanjou et Djidja. Nous avons vu un chef de l'État, un ancien chef de l'État qui est aujourd'hui président des démocrates, qui a posé de pied 4 fois la voie Abomey-Djidja. Le président Patrice Talon est venu seulement en campagne et a dit. Et cette voie-là est faite. Chez nous, c'est du concret. Nous, on ne bavarde pas. C'est quand on finit, on montre à la population, voilà ce que nous avons dit, voilà ce que nous avons fait. Donc, quand on parle de l'intoxication, c'est pas, on ne refuse pas aux gens de parler, mais Edouard Vodje, Kenton, mais ton mot pas. Ton pire ennemi, quand ce qu'il fait est bien, il faut avoir l'humilité de dire, quand même tu essaies. Donc vous attendez que l'opposition vous applaudisse? Chacun est dans son rôle. Le peuple est en train d'apprécier actuellement. Vous voyez l'écho de la tournée gouvernementale. Vous voyez l'écho. Et juste après la tournée gouvernementale, vous avez vu que les marchés ont commencé par ouvrir leurs portes. Avec toutes les stratégies qu'il faut pour alléger quand même la place aux bonnes dames. Les femmes en témoignent que le microfinance aujourd'hui, les 100 000 francs viennent sur leur portable. Avant la microfinance, c'est des individus qui sont des démarcheurs. Tu prends 50 000 francs, celui qui est ton démarcheur, il enlève 10 000 francs dedans. Photo, j'ai pris 2 étudiants, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis, les 50 000 francs de l'autre régime qu'on appelle microfinance, les gens prennent 20 000, 30 000. Mais nous, tu as l'argent sur ton portable. C'est du concret. Et les gens ont témoigné. Voilà ce qu'on appelle la gestion. Voilà la fierté des Béninois aujourd'hui. Le peuple béninois est fier de son président. Le peuple béninois est fier du président Patrice Talon. On est fiers aujourd'hui. Et partout où on passe, nous sommes fiers. Nous levons la tête haute. Voilà un président qui a pris le pouvoir, mais qui a eu toutes les difficultés de la vie. Quand on dit les difficultés de la vie, pas seulement au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un régime que la Covid est arrivée. Vous avez vu comment il a géré la crise de la Covid. Et que le Bénin, en pleine crise de la Covid, le Bénin a été premier en Afrique par rapport au coton. La Covid est terminée, il y a la guerre Ukraine-Russie, 2 pays qui fournissent plus d'engrais dans le monde. Et ce président fait tout aujourd'hui pour que les agriculteurs béninois reçoivent ces engrais en un prix forfaitaire, à moins de coûts. Et c'est ces engrais qui doivent accroître la productivité, que ce soit du maïs, de l'anacade, du coton, du soja, de tout. Il a sorti 80 milliards pour atténuer le prix du riz, de l'huile végétale et de farine de blé.
Il a développé le système de cantine scolaire. Il y a plus d'1 million d'écoliers béninois qui mangent. Des salles de classe sont construites. Nous avons les enseignants, les AME sont reversés. Ils ont 12 mois sur 12. Et les enfants, bon, ils sont pas encore reversés, ils ont 12 mois sur 12 et leurs enfants ne vont pas payer la contribution. Oui, d'accord, mais écoutez, ils sont pas encore on a vu ça où? On a vu ça où? Ils sont pas encore C'est du concret. Oui. Je ne parle pas, ils ne sont pas reversés. J'ai dit l'État béninois, parce que l'État a entendu leur cri. Et aujourd'hui, les AME ils sont payés 12 mois sur 12. Leurs enfants ne payent pas la contribution. Vous avez vu ça où? Mais c'est du concret. C'est du concret. Nous, on n'est pas là pour parler. On est là pour satisfaire les Béninois. Et aujourd'hui, les Béninois sont fiers de leur président de la République. Ils sont fiers du président Patrice Talon. Et la tournée gouvernementale a prouvé ça. A prouvé. C'est la population même qui demande à ce que nous continuions la tournée dans les arrondissements et dans les quartiers. Donc maintenant, ils nous ont obligés. C'est devenu une obligation. La reddition de comptes aujourd'hui est une obligation. Donc maintenant, ils vous obligent à parler. À parler. Et vous allez parler. Nous allons parler. Pas parce qu'il faut parler. Nous allons dire ce que nous avons fait pour le pays et pour la population béninoise. Nous allons le dire. C'est clair. Voilà. Alors, pour finir au niveau des partis politiques, concrètement, on ne peut pas ne pas le voir. Le temps s'égrène, on se rapproche de plus en plus de 2026. Comment est-ce que vous en parlez déjà au niveau de votre parti? Je ne peux pas avoir un acteur politique de votre acabit et ne pas poser la question. Nous sommes en 2024. Ah oui, le temps s'égrène. Vous voulez substituer à Dieu, le Tout-Puissant, pour parler de 2026? À François Boué, vous et moi, vous ne pouvez pas nous faire croire que vous ne regardez pas, vous n'en parlez pas, vous n'y pensez pas, vous ne pouvez pas le dire. Non, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la réforme du système partisan est une école. Et aucun parti politique aujourd'hui au Bénin ne peut dire à l'heure actuellement dans la réforme du système partisan que ce n'est pas une école. C'est une école que nous sommes en train d'expérimenter et il faut prendre le temps. C'est vrai, nous sommes en train de réussir par rapport à toutes ces exigences, que ce soit du code électoral, que ce soit de la Constitution. Nous animons correctement la vie politique au sein des partis politiques. En tout cas, dans mon parti politique, le Bloc républicain, nous animons la vie politique. Nous sommes en pleine réorganisation. Nous sommes en contact avec nos bases. Mais 2026 encore n'est pas un sujet d'actualité chez nous. Parce que c'est encore loin. C'est encore loin. 2026, c'est loin. Il faut travailler d'abord. Vous le dites avec conviction, vous le dites avec conviction, mais vous le dites parce qu'il faut donner une réponse. 2026, c'est loin. Non, mais écoutez, je le dis et j'assume ce que je dis. Oui. Pour vous, 2026, c'est loin. Ok, oui. Nous sommes en train de travailler pour le renforcement de la base de notre parti politique, qu'est le Bloc républicain. Le moment viendra où nous allons parler de 2026. Ça, 2026 nous concerne. En tant que parti politique, ça nous concerne, c'est un débat qu'on ne peut pas fuir. On fera le débat. Mais le moment n'est pas encore venu. Nous sommes en pleine réorganisation, nous sommes en train de travailler dans nos bases, vraiment pour... vous connaissez un peu l'actualité du Bloc républicain. L'autre fois, on a fait une formation en communication. Il y a d'autres activités en cours. Nous sommes pendant les vacances. Il y aura plein d'activités qu'on va faire avec notre base. Mais dit que au sein du Bloc républicain, nous pensons déjà à 2026 et que le débat se mène déjà. Non. On a tout le temps pour ça. Et quand le moment va venir, on va faire le débat et vous serez informés. Il n'y a pas de souci. Les partis politiques ne font rien de cachette. Hein. Tout le monde sera informé de ce. Tout le monde sera informé de. C'est vous qui le dites. Voilà. Tout le monde sera informé de ce qui va se passer pour 2026. Voilà, mais nous ne sommes pas encore là. D'accord. En restant toujours sur les partis politiques, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le code électoral. L'Église catholique insiste sur la relecture du code électoral. Cette semaine encore, à l'occasion du lancement des actes du colloque qu'ils ont organisé. Comment vous recevez cette
on va dire, cette, je ne dirais pas pression, en tout cas, cette insistance de l'Église catholique à vouloir, coûte que le code électoral soit relu? Ils l'ont dit clairement. Je vais commencer par répondre à cette question en faisant des illustrations par rapport à un artiste béninois qui dit que chacun règle ses problèmes. Ok? La politique est destinée aux partis politiques. Et la politique d'un pays, d'un État, c'est le chef de l'État qui est devant la gouvernance de ce pays. Vous savez, c'est comme si vous demandez aux partis politiques de donner la communion quand on est en réunion politique. Mais c'est les catholiques qui vont donner la communion, c'est les églises qui donnent la communion. Moi, j'ai suivi avec attention avant-hier la résolution du colloque que le clergé béninois a organisé. J'ai dit, il nous qu'à s'occuper de l'Église et laisser les politiques s'occuper de la politique. Comme je viens de le dire, les politiques ne peuvent pas dire au clergé ou bien aux prêtres comment ils vont donner la communion. Parce qu'on va jusqu'à dire que le code électoral, ce code électoral semble exclure des gens. Il y a qu'on nous dise un article de ce code qui exclut. Vous trouvez que l'Église catholique se préoccupe de quelque chose qui ne la concerne pas? Bien sûr que oui, je l'assume. Je l'assume. L'animation de la vie politique est réservée aux partis politiques. Ils ne veulent pas faire la politique à votre place. Mais on suppose qu'ils donc ils nous laissent donnent leur avis. Et qu'ils nous laissent agir en politique. C'est tout. Mais ils n'ont pas le droit. On ne peut pas. Ils n'ont pas le droit de donner leur avis. On ne peut pas donner l'ordre aux politiques de dire ce qu'ils vont faire. C'est de la même manière que nous les politiques, on ne peut pas donner l'ordre, encore que nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas donner l'ordre dans une confession religieuse de comment ils vont vivre ou bien comment ils vont fonctionner. C'est pas possible. Le code électoral en vigueur actuellement au Bénin n'exclut aucun parti politique. Bien au contraire, ça renforce les partis politiques. Parce que le but de ce code, c'est d'avoir des partis nationaux. C'est d'avoir des partis qui ne ressemblent pas aux partis ethniques, des partis d'une région. C'est tout. Donc l'Église catholique se trompe. Je n'ai pas dit que l'Église catholique se trompe. Mais j'ai dit que chacun joue son rôle dans ce pays. Que chacun joue son rôle dans ce pays. Qu'on laisse les politiques jouer leur rôle de politique. Qu'on laisse les cadres jouer leur rôle de cadre. Qu'on laisse le chef de l'État aussi gouverner le pays. Et qu'on laisse la confession religieuse aussi vous avez l'impression gérer les églises, gérer les choses qu'ils peuvent gérer. Et que chacun ne rentre pas. Posons la question clairement. Vous avez l'impression que l'Église catholique joue pour un camp? L'opposition notamment? J'ai jamais dit ça. Mais ce que j'ai pas apprécié, on peut faire des doléances. Mais on ne peut pas donner d'ordre par rapport à cette doléance. J'ai l'impression que ça dit que l'Église catholique veut se substituer aux politiques, veut se substituer aux députés. Quel est le rôle d'un député? Un député peut proposer des lois. Et avant que le chef de l'État ne promulgue le nouveau code électoral, il a demandé l'avis de la Cour constitutionnelle. Il n'a pas promulgué. Ça fait des semaines avant qu'il ne promulgue le nouveau code électoral. Donc la Cour constitutionnelle a décidé la constitutionnalité de ce code. La Cour n'a jamais dit, par rapport à tel article a exclu tel parti politique ou bien tel article a exclu telle personne, et pour ça, je me retrouve dans l'incompétence de... Mais la Cour
a bien analysé, elle a quoi validé le nouveau code. Et il n'y a aucun article qui parle de l'exclusion. On peut en décortiquer peut-être dans d'autres émissions. Donc vous allez leur répondre. Moi, je ne donne pas une réponse, mais que chacun s'occupe de ce qu'il doit faire dans ce pays. Qu'on laisse les politiques s'occuper de la politique. Et qu'on laisse les religieux s'occuper de la religion. D'accord. Pour finir sur ce sujet, bon, apparemment, ce n'est que les partis de la mouvance que ce n'est que les partis de la mouvance ce n'est que les partis de la mouvance qui se préoccupent, en tout cas qui dénoncent ce que l'Église catholique dit, parce que l'opposition apparemment est sur la même longueur d'onde qu'eux. Donc est-ce que c'est parce que c'est contre c'est toi qui lis entre les lignes. Hein. Non, je pose la question. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas vu les démocrates. Écoutez, est-ce que ce colloque, est-ce qu'on a même été associé? Quand on veut organiser un colloque... Bon, ils disent qu'ils vous ont invité. Non, mais quand on veut organiser un colloque, il faut un comité préparatoire de tous les acteurs. Ils vous ont invité. Et qui doivent quand même décider un certain nombre de choses. Ils disent qu'ils vous ont invité. Mais quand on organise un colloque, on nous invite. Comme ils ont invité tous les autres. On nous invite. Quelle invitation? Et que d'autres se disent de la société civile, mais leur prise de position est clairement d'un camp politique. Et que c'est ceux-là qui sont les acteurs de ce colloque. Vous savez, personne n'est béninois que personne. Nous sommes tous béninois. On va dire la vérité dans ce pays. On n'a pas peur de dire la vérité. Donc au final, vous dites... vous répondez à ma question. Pour vous, l'Église catholique a pris le parti de l'opposition. Je n'ai jamais dit que l'Église catholique a pris le parti de l'opposition. J'ai bien dit que l'Église catholique doit s'occuper de ses fidèles. Et que les politiques aussi s'occupent de la politique. De leurs fidèles. Et que chacun joue son rôle dans le pays. Et que on ne peut pas faire une doléance en donnant des ordres. Ok? J'ai bien dit ça. Je n'ai jamais dit que l'Église catholique est du côté de l'opposition. Parce que souvent, quand... vous avez peur de le dire. Non, avoir peur de qui? Vous avez peur de le dire. Avoir peur de qui? Toutes vos explications semblent aller dans ce sens. Oui. Non, mais écoutez, je pense que... Vous nous nous dire que le colloque était biaisé, des acteurs de la société civile mais qui sont apparentés à l'opposition. Donc ça veut dire que l'Église n'est pas... L'Église est composée de cadres aussi. Oui, donc, nous avons vu des... L'accusation est flagrante. Non, moi... Je suis un homme politique, je suis un acteur politique. Et donc vous êtes j'ai observé le colloque du clergé catholique. Que ça penchait. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des gens qui se disent de la société civile, mais qui prennent parti pour un parti politique. C'est connu de tous. Et même donc, vous qui êtes journaliste, vous avez vu. Bon, moi, c'est pas... Moi, je pose les questions. Moi, j'ai vu un avocat qui défend la cause des démocrates et qui fait partie des acteurs. Mais vous croyez qu'on aura peur de parler dans ce pays? Et c'est aujourd'hui qu'on aura peur? Non, on n'a pas peur de parler dans ce pays. On n'a peur de personne. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour que 2026 se passe dans une convivialité, dans la paix et dans la concorde? Ce qui nous unit au Bénin est plus fort que ce qui va nous désunir. Apparemment, c'est l'objectif aussi de l'Église. Que chacun aille sur le terrain. C'est ce que l'Église dit. Que chacun acteur politique aille sur le terrain et vendre le projet de société de son parti politique. Et en 2026, on va se cogner. Et que le meilleur gagne. Bon, rassurez-moi, on va se cogner pacifiquement. Non, pacifiquement. Je dis se cogner. J'ai parlé de la convivialité, de la paix. Vous savez, tu sais, le Bénin est un pays merveilleux. Vous savez, au-delà de tout ce qu'on dit, parti d'opposition, il y a des frères dans l'opposition. C'est comme ça qu'ils ont aussi des frères dans la mouvance. Mais ce n'est pas à cause de la politique qu'on va se manger. La politique, c'est pour un temps. On va finir. Celui qui gagne, tout le monde se soumet à ça. Et le Bénin est au-dessus de tout. Le Bénin est au-dessus de tout. Et nous devons travailler pour le renforcement de la démocratie. Nous ne devons pas travailler pour allamer le peuple béninois.
Il ne se passe rien au Bénin. Le Bénin est un pays sûr. Le chef de l'État, Patrice Talon, a fait du Bénin aujourd'hui un pays sûr. C'est pour cela que vous avez le Glodjibé. Mais en même temps, quel investisseur peut venir investir dans ce pays? Quel investisseur peut venir investir dans ce pays? Donc l'église catholique, le Bénin aujourd'hui est un pays sûr. L'église catholique salame pour rien. Oui, on salame pour rien. C'est le mot. On salame pour rien. C'est pas encore la guerre. Le code n'a exclu, qu'on nous dise, quel parti politique le nouveau code électoral a exclu. Est-ce que ce code électoral, c'est pour le BR ou bien pour l'UPR? Vous croyez que c'est facile pour nous, ce nouveau code électoral? Au lieu que chaque parti travaille pour répondre à l'exigence du nouveau code, on est là, on est dans des colloques, on est dans des trucs, dans des dilatoires. Et en 2026, on va commencer par dire, oh, ils ont fraudé. Non, non. Depuis que ce code est voté, nous, au Blanc républicain, on est en train de travailler sur le terrain. Parce que le code nous exige un certain nombre de choses qui n'est pas facile. Et c'est pour nous amener quand même à renforcer les partis politiques. Ce n'est pas pour détruire les partis politiques. Le nouveau code électoral renforce, ça renforce plus les partis politiques. Et nous devons accepter ça. Nous devons même applaudir. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est la meilleure réforme que le chef de l'État a fait. C'est la meilleure. Comment tu es un parti politique qui se dit, moi, je un parti politique d'un arrondissement. D'un arrondissement. D'un quartier. Mais ce code électoral aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un élu là où tu es né seul. Tu dois avoir des élus dans tout le Bénin. Et là, c'est un parti à caractère national. Voilà. Nous allons évoluer parce qu'il nous reste une dizaine de minutes pour revenir sur quelques sujets d'actualité à l'occasion du Conseil des ministres, du dernier Conseil des ministres. Le gouvernement veut se préoccuper, a pris un décret en la matière, même si on n'a pas encore la lettre de ce décret, pour réglementer quelque peu le secteur funéraire. Le gouvernement a décidé de s'occuper de nos morts. Comment vous l'appréciez? Est-ce que, par rapport à ce qui a transparu dans le Conseil des ministres, réglementer les pompes funèbres, l'exercice du métier, les morgues, les cimetières, il le fallait? Oui, il le fallait. J'ai plusieurs fois dit ici tout à l'heure que nous avons à la tête de ce pays un monsieur très organisé, très réfléchi. Et il ne fait rien au hasard. Vous faites le constat. Vous faites le constat par rapport à un certain nombre de choses. C'est vrai que nous devons respecter nos défunts. On ne doit pas trop donner des explications sur un certain nombre de choses. Nous sommes sur un plateau. Mais quand vous regardez le traitement des morts à la mort, passant par les pompes funèbres jusqu'à l'enterrement, où on profane même des tombes, où nos cimetières ne sont pas sécurisés. Tu peux venir voir la tombe de tes parents profanée, cassée complètement, où des choses disparaissent. Il faut vraiment réglementer. Il faut vraiment réglementer. Et le chef de l'État est sur sa ligne droite de quand même rentrer un peu dans ce secteur et mettre un peu de l'ordre. Et puis, c'est clair, tout le monde est d'accord, tout le monde est content parce qu'il y a une réalité, il y a un vécu, une réalité qui est là, qu'il faut essayer de réglementer. Je n'ai pas encore lu le décret, puisque c'est le dernier Conseil des ministres, je crois. J'aurai le temps de me documenter sur le décret qui réglemente le secteur funéraire et puis on peut en venir. Mais je trouve que c'est salutaire par rapport à cette décision quand même de réglementer un peu ce secteur. Parce qu'il y avait un peu trop de désordre? Oui, il y avait un peu de désordre. C'est pas facile. Nous avons des proches qui sont morts. On a vu des choses. J'ai dit que ce n'est pas bon d'étaler un certain nombre de choses. Sinon, il y a des choses qu'on peut dénoncer. Oui. Il y a des choses qu'on peut dénoncer. Il y a des choses qu'on peut dire. C'est clair.
Peut-être la gestion des mairies, la gestion faite par les mairies des cimetières, par exemple. Non, mais je parle d'abord, quand quelqu'un décède, comment il vient à la morgue. Vous savez que les gens volent les corps à la morgue parce qu'on ne veut pas payer, et en connivence avec les morguiers. Et puis, il faut regarder tout ça. On a entendu au Sénat l'autre fois, où des gens ont été arrêtés. Des gens ont été arrêtés. Donc, il n'y a pas... S'il y a réforme dans un secteur, sache qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et nous allons saluer la prévoyance du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui veut toucher un point vraiment sensible et cher pour nous les Béninois. Voilà. En parlant de réforme, on l'a évoqué à maintes fois déjà sur ce plateau, au cours de notre entretien, en parlant d'infrastructures, les nouveaux marchés urbains. Mais il y a la question particulière du marché de Dantokpa. Le chef de l'État, c'est pas nouveau, le chef de l'État l'a annoncé depuis, on avait rencontré même les femmes de Tokpa il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, le projet se matérialise et on a comme l'impression que plus on s'approche du dénouement, plus les gens deviennent un peu plus frileux par rapport, on évoque toutes sortes de raisons, bon, les fétiches, Tokpa, l'histoire, ainsi de suite. Vous, quel est votre... est-ce que vous pensez, comme le chef de l'État, que déplacer le marché de Tokpa de ce lieu est obligatoire et nécessaire? Je crois que le président Patrice Talon est un Béninois. C'est un homme de la culture, c'est un homme de la tradition. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est maternellement d'Abomey et de Ouida. Deux communes historiques aujourd'hui. Il connaît ce qu'on appelle la tradition. Et en son temps, je crois que le gouvernement va s'approcher des dignitaires qui parlent de certaines choses par rapport au marché d'Antokpa. Mais il y a une éventualité, c'est clair et net. Le marché d'Antokpa sera déplacé. Et il y aura des rubriques qui seront réparties. Quand vous prenez le chantier du stade de l'Amitié, vous savez ce qui va rester là, qui doit quitter le marché d'Antokpa. Vous savez qu'à Glodibé, les bœufs, les moutons, un certain nombre de choses aussi iront là-bas. Donc, quand vous regardez là où le marché d'Antokpa est, c'est trop encombrant. C'est trop encombrant. Donc, le chef de l'État qui a réfléchi pour dire il faut trouver d'autres places plus confortables et faire des infrastructures modernes à la hauteur de la peine de nos femmes au marché. Quand vous êtes à Tokpa une fois il pleut, vous aurez pitié de nos mamans. Et quand vous regardez les branchements électriques dans le marché d'Antokpa, c'est du danger public. C'est pour ça que presque chaque année, le marché là prend feu. Mais il faut construire un truc moderne, bien structuré, bien organisé, que ce soit sur le plan électrique, sur d'autres, les bâtiments, selon quand il va pleuvoir, il faut faire des canalisations pour que l'eau ne gêne pas les bonnes femmes. Donc il y a tout ça qui est réfléchi. Ce n'est pas que déplacer le marché d'Antokpa aujourd'hui va créer des problèmes en plus aux bonnes dames du marché. Non, au contraire, c'est le bien-être. C'est comment elles seront plus à l'aise dans les marchés. Vous n'êtes pas sans savoir, vous avez parlé des marchés secondaires qui sont créés un peu partout. Aujourd'hui, quand il pleut, c'est quand tu vas venir au dehors que tu sauras qu'il pleut. Tu es à l'abri totalement de la pluie. Donc, c'est ce que le chef de l'État rêve. Sinon, il n'y a rien qui est caché, qui peut frustrer quand même les bonnes femmes ou bien les dignitaires. En son temps, pour déplacer le marché, je sais que le chef de l'État est un homme de la culture. Nous l'avons vu au Brésil. Vous avez vu tout. Il a respecté la culture brésilienne qui, quand même, a été déportée d'ici. En son temps, il va voir les dignitaires qui, aujourd'hui, parlent d'un certain dent qu'il faut... Bon, en son temps, voilà. Ça sera fait. En revenant sur les principales, on va dire, les principaux occupants de ces marchés, d'Antokpa, marché urbain, donc nos moments, comme vous dites, la gente féminine, si on ajoute cela
aux différents filets sociaux qui leur sont destinés. On peut supposer que ceux qui vont porter en triomphe Patrice Talon à la fin de son mandat, c'est d'abord les femmes. Ah, c'est vous qui le dites. Vous savez, nous travaillons pour que... C'est pour dire, il y a une question induite, c'est pour dire, est-ce que toutes ces femmes comprennent très bien le bien que Patrice Talon leur fait? La dynamique ne va pas s'arrêter, la dynamique va continuer. Nous sommes des partis soutenant le président Patrice Talon. Il est en train de finir son dernier mandat. Je ne parle pas parce qu'il veut revenir. Non, c'est le dernier mandat. Il est en train de finir. Mais nous allons conquérir le pouvoir en 2026 dans le système. Ah bon, donc vous y pensez alors? Oh. Pas tout à l'heure vous avez dit que vous n'y pensez pas, mais bon. Je dis nous allons. Oui. Nous allons conquérir le pouvoir, c'est clair. La dynamique va continuer. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que toutes ces femmes comprennent le porter, les femmes vont porter le chef de l'État. Et il a dit, quand il est venu fraîchement au pouvoir, vous allez me porter en triomphe. Et la tournée gouvernementale qu'on vient de finir, non, la population béninoise est en train de porter déjà le chef de l'État en triomphe. Parce qu'ils ont vu. Tout n'est pas rose. Il y a des choses, j'ai dit, on a fait des points, on a fait des doléances, on a pris des doléances. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Mais ce qui est fait, je dis, en 8 ans, il a fait ce que on peut faire peut-être en 20 ans. Quand vous prenez Glodjibé là, Glodjibé était parti pour finir dans 5 ans, 6 ans. Et en 2 ans, c'est fini. C'est pas terminé totalement, mais sans accroître. Beaucoup d'investisseurs viennent implanter des usines là. Ils vont le porter parce que le chef de l'État ne respire que le bien-être des Béninois. Vous regardez dans nos universités le nombre de jeunes qui sortent sans emploi. Vous voyez des jeunes aujourd'hui qui ont un Master 1, Master 2, ils ont de licences, ils sont des docteurs, mais ils n'ont pas d'emploi. Parce que le système éducatif béninois ne forme pas les gens dans la pratique. Et le chef de l'État réfléchit et dit il faut créer des lycées techniques. Quand vous allez à Glodjibé, les usines qui sont là, quand les usines vont tomber en panne, il faut appeler les Blancs pour venir y réparer. Il faut des main-d'œuvre béninois. Et il y aura des lycées techniques qui vont s'occuper de la mécanique, de l'agriculture, des lycées techniques informatiques, si bien que quand tu sors de là, tu es formé de l'électricité. Quand tu sors de là, tu es déjà formé dans la théorie et dans la pratique. Et tu quittes là en même temps, c'est l'emploi qui t'attend. Donc, les gens vont le porter. Les gens le portent déjà. C'est ceux qui ne veulent pas voir, qui racontent des choses. La population béninoise est en train de porter déjà le chef de l'État, Patrice Talon. C'est clair, parce qu'il a fait tout ce qu'il a dit. Il a fait au-delà de tout ce qu'il a dit. Nous sommes au bout de cet entretien. Peut-être, Ama Fossobé, vous allez nous aider à en sortir. Je vous laisse conclure. Bon, écoute, je remercie d'abord ITV. Ça fait plaisir de venir ici de temps en temps. Je remercie la jeune équipe, je remercie le patron. Et je demande à la population béninoise d'observer le chef de l'État. Le président Patrice Talon, c'est un homme de parole. Le président Patrice Talon, il ne veut rien d'autre que le bien-être des Béninois. Et tout ce qu'il fait comme réforme aujourd'hui, dans le centre de toutes ces réformes, c'est le bien-être des Béninois. Je demande à la population béninoise de ne plus écouter les intoxications. Il ne se passera rien en 2026. Un autre président de la République viendra gouverner, continuer ce que Patrice Talon a fait. Et Inch'Allah, le Bénin, la paix va régner. Le Bénin sera un pays de paix où les autres vont venir y rester. Le Bénin sera un pays plus visité
par les autres pays. Et ça se matérialise déjà par les actions du président de la République, le président Patrice Talon. Le prochain sera-t-il du BR? Ah, nous travaillons pour ça. Et je vous le promets. J'ai remarqué votre hésitation. Non, je n'ai pas hésité. Nous travaillons pour ça. Et je vous le jure. Et je vous le promets. Ah, vous nous promettez, vous prenez une date. Donc le prochain président, vous l'avez su, M. Amara Fasobe nous l'annonce, le prochain président sera du Bloc républicain. Je prends un pari, avec vous, devant le peuple béninois. Personne ne sera président en 2026 sans le Bloc républicain. Oui, bon, ça c'est autre chose. Ça, oui, sans. Bon. Donc le président sera bien. Oh, d'accord, si vous le dites. Voilà, merci Amara Fasobe, merci à vous. Merci pour avoir joué le jeu de nos questions. Mesdames et messieurs, nous sommes au bout de cet entretien. Je rappelle que nous avions à table M. Armand Fasobe, acteur politique, membre du bureau politique du Bloc républicain et leader de la 23e circonscription électorale. Avec vous, nous avons fait quelque peu le tour de l'actualité de ces dernières semaines. Mesdames et messieurs, en espérant que vous ayez glané ici et là quelques réponses à vos préoccupations, merci de nous avoir suivis. Dimanche, c'est politique se poursuit.